Bonjour Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour. C'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui dans mon espace de ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'avoir un petit entretien avec toi au sujet de tout ce que tu fais, tout ce que tu développes, malgré toutes les difficultés que cela peut représenter, j'imagine. Le but de cet entretien, c'est de faire plus ample connaissance avec toi, avec ton parcours et puis avec la transcommunication hypnotique. Voilà. Je te présente rapidement. Donc, tu es médecin anesthésiste, référent en réanimation à Toulouse depuis 2004, auteur, conférencier, connu pour défendre la thèse d'une vie après la mort qui paraît palpable lors d'une expérience de mort imminente et révélatrice de l'existence d'une conscience indépendante de l'activité neuronale. Et tu as développé une technique, la transcommunication hypnotique, qui a des résultats qui paraissent intéressants. On peut te retrouver sur Facebook. Tu as une page qui est active, très active, je crois. LinkedIn aussi, on peut te retrouver. Et je ne sais plus si tu as un site. J'ai un site qui est pour l'instant en reconstruction, D'accord. www.charbonnier.fr. Ok. Et Et j'ai puis, ma page Facebook, surtout celle qui est ouais, plus active, puisque j'ai c'est 102 000 abonnés. Donc, ce que j'ai c'est pu surtout voir. Ouais. là-dessus que je communique. D'accord, très bien. Donc, si on veut te retrouver, c'est plutôt sur ta page Facebook. Oui. Et tu veux rajouter quelque chose à cette présentation? Oui, en fait, je suis médecin anesthésiste réanimateur en exercice depuis 35 ans, pas que depuis 2004. 2004 à Toulouse et 35 ans, parce qu'avant, j'étais dans une petite clinique en Ariège où je me suis pas mal investi. On n'était que deux anesthésistes et pourtant, on a monté un service de réanimation, un service d'urgence. J'ai participé au SAMU 09, au premier aux prémices de cette structure d'urgence, le SAMU 09, avec mon ami docteur Alain Chansou. Et je me suis beaucoup investi dans cette petite clinique avec 5 lits de réanimation, avec, oui, je viens de le dire, un service d'urgence avec des chirurgiens. On faisait à peu près tout, sauf la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque. J'ai été président de CME pendant toutes ces années. J'ai été réélu plusieurs fois. Donc, président CME, il faut peut-être rappeler ce que c'est. C'est le médecin qui est représenté et représentatif de l'ensemble des médecins d'une structure d'établissement, donc établissement privé. Donc, je me suis beaucoup défendu pour que cette structure vive. Et puis, malheureusement, eh bien, c'est comme ça. Les structures de proximité sont vouées à disparaître, puisqu'on fait que des très grosses structures maintenant, des très grosses cliniques qui sont véritablement des sortes d'usines à malades, on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que la dimension humaine disparaît. Ces structures sont administrées par des financiers et ce ne sont pas des médecins. Tandis que nous, dans notre petite clinique, toute petite, elle ne faisait pas 400 lits comme la clinique dans laquelle j'étais, c'était vraiment une toute petite clinique et il y avait moins de 100 lits. Hein. Et cette petite clinique, eh ben, il y avait une dimension humaine, on se connaissait tous, on faisait vraiment, c'était une petite famille, les infirmiers, les aides-soignantes, il n'y avait pas de différence entre les soignants, enfin, vraiment, c'était les meilleures années de ma vie que j'ai passées là. Et je me suis intéressé, c'est vrai, à ces fameuses expériences dites de mort imminente, que moi je préfère appeler expérience de mort provisoire, puisqu'on sait maintenant, depuis les travaux de De Vries et Becker qui ont été publiés en mars 2001, que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a une mort clinique. Donc, on peut dire aujourd'hui que toutes les personnes qui reviennent de ces arrêts cardiaques n'ont pas été en expérience de mort imminente, mais provisoire. C'était bien la mort clinique. Électroencéphalogramme plat, c'est la définition de la mort clinique en réanimation. Donc, voilà, il faut dire que ces gens reviennent de la mort grâce au progrès de la réanimation. Et je me suis intéressé à ça pendant toutes ces années, pendant une vingtaine d'années. Et je me suis aperçu que ces gens qui vivaient ces expériences étaient considérablement apaisés par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de leur propre finitude, l'angoisse de la mort. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que, en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes apaisements, aux mêmes avantages? Et en fait,
les résultats ont dépassé mes propres espérances, puisqu'il se passe autre chose que des contacts avec des défunts. Alors, je rappelle que ce sont des contacts subjectifs. Après, on peut en penser ce qu'on en veut. Hein. Mais en tout cas, ils font du bien aux gens. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des gens qui disent recevoir des soins énergétiques. Il y a des personnes qui disent être guéries après une seule séance d'une périarthrite scapulo-humérale, par exemple, ou d'une migraine chronique. Comment ça marche, je n'en sais rien. En tout cas, on a vraiment l'impression que cet état hypnotique prolongé de plus d'une heure et quart, hein, ça dure en moyenne 1h20, 1h30, eh bien, fait du bien aux gens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on continue ces ateliers, qui sont des ateliers de 40 personnes, 40, 43 personnes, qui en même temps vivent la même expérience. Ok. Voilà un petit peu le résumé de mon cheminement actuel. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Et quelles sont les circonstances qui t'ont amené à t'intéresser plus, de manière plus aiguë à ces expériences de mort provisoire? Est-ce qu'il y a C'est une eu des expérience, événements personnels ou bien autres, oui. ou bien de professionnels, ou les deux peut-être? Non, non, ça a été brutal, ça a été un virage Ouais, 180 degrés, je vais dire, parce que à la fin de mes études de médecine, tu sais ce que c'est, hein, on est confrères, donc on est vraiment orienté dans cette thèse, dans ce dogme matérialiste où on assimile le corps humain à une sorte de robot biochimique animé par des pensées biochimiques, voilà, un robot biologique animé par des pensées biochimiques plutôt. Et à la fin de ces études, on est un matérialiste pur et dur. Hein. On est un réparateur d'organes. On n'a pas du tout la vision holistique de la maladie. On est vraiment orienté dans cet objectif-là, de soigner les organes. Et j'ai eu, parce que en fait, je voulais m'installer à la campagne, médecin de campagne, parce que je trouvais que c'était, et je trouve toujours d'ailleurs que c'est une façon super d'exercer la médecine, être comme ça en ruralité, et puis d'avoir ce contact particulier avec les gens. Et c'est peut-être la médecine que tu pratiques, la médecine générale, c'est peut-être la partie la plus difficile, la plus intuitive et la plus humaine de toutes. Parce que là, voilà, c'est avant tout soigner comme on le faisait autrefois, c'est-à-dire son humanité, avec son intuition. Et je voulais faire ce métier. Et puis, comme il fallait être rompu à l'urgence, j'ai voulu faire un stage de SAMU, un stage d'urgence. Et c'est là, dans ce stage de SAMU, qu'en quelques secondes, en moins de 5 secondes, ma vie a basculé. Je me suis aperçu que nous sommes un corps physique animé par un esprit ou une âme ou quelque chose enfin, d'indicible, puisque lors de cet accident, j'étais confronté à un accident, je devais perfuser rapidement un jeune blessé qui était incarcéré dans une voiture bloquée, et je devais mettre en place une perfusion, et je ne suis pas arrivé à mettre en place cette perfusion, et il avait des lésions multiples, il était polytraumatisé, donc il fallait rapidement remplir les vaisseaux pour que le cœur ne s'arrête pas. Le cœur, c'est une pompe, s'il n'y a pas suffisamment de sang, ça s'arrête. Et là, du fait de mon incompétence, de mon inexpérience, je ne suis pas arrivé à mettre en place cette perfusion. Bon, je ne sais pas s'il serait vivant si je l'avais mis en place, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai considérablement réduit son espérance de survie par mon incompétence, il faut bien le reconnaître, et je ne suis pas arrivé à mettre en place cette perfusion. Et donc, c'était un jeune d'une vingtaine d'années, j'étais très près de lui, et c'est là où j'ai véritablement eu cette expérience qui m'a transformé, comme quoi la vie peut basculer rapidement. Et j'ai senti quelque chose de présent et de vivant qui quittait ce corps, et c'était à la fois joyeux et c'était comme une délivrance. Alors ça peut sembler absurde de parler de joie et de délivrance dans des moments aussi dramatiques, mais c'est comme ça que j'ai vécu. Et je me suis dit, mais c'est ça, waouh, c'est ça. On est un esprit incarné, et cet esprit quitte le corps au moment de la mort. Et je me suis souvenu de ce livre que j'avais lu dans les années 70, le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à étudier ces périodes de transition, et quel est le meilleur poste pour être attentif à ces périodes de transition. Eh bien, c'est véritablement l'anesthésie-réanimation, c'est la réanimation.
Donc, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, elle n'était pas très contente parce qu'on avait tout, on avait vraiment tout organisé pour que je parte à la campagne avec elle. Et elle avait lâché aussi son job de prof de gym pour m'aider dans ma tâche. Et j'ai dit non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux être réanimateur. Je veux étudier les expériences de mort imminente. Donc, j'ai fait 3 années de plus, le concours a passé. Enfin, ça a été quand même assez dur, hein, parce qu'on était prêt à foncer dans la vie active. Mm. Et pour te dire à quel point j'étais motivé. Et donc, j'ai commencé comme ça, en neurochirurgie, à demander aux uns et aux autres s'ils avaient, sur la pointe des pieds, s'ils avaient vécu quelque chose lors de leur coma prolongé ou leurs arrêts cardiaques. J'étais très déçu parce que c'est pas comme ça que j'ai recueilli les témoignages, parce que les gens se confient pas, surtout quand on a une blouse blanche. Alors ça, c'est encore plus difficile, on se méfie. On ne confie même pas aux proches. Alors, un étranger qui a une blouse blanche, évidemment. Donc, j'étais très déçu de recueillir très peu de résultats. Et puis, j'ai écrit un roman qui s'appelle Comment dépasser, petit tirage confidentiel, mais qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier, de faire des salons littéraires, d'aller dans des cafés littéraires ou de participer à quelques émissions. Et c'est comme ça que les gens sont venus vers moi en me disant, tiens, il y a un anesthésiste qui s'intéresse aux expériences que j'ai vécues moi, je vais aller lui en parler. C'est comme ça que j'ai commencé à collecter les premiers témoignages. Mais ça a été une série de coïncidences, une série, D'accord. oui, de choses qui ont été mises sur ma route. Et est-ce que tu penses que cette expérience a développé chez toi une certaine sensibilité et une perception différente, un peu plus aiguë de, de ce que les patients peuvent ressentir? Oui, absolument. Je pense que ça m'a donné une ouverture que je n'avais pas du tout. Et quand je raconte je ne sais plus quel livre, parce que j'en ai écrit 18, donc, non, non, 19 plus exactement, je ne sais plus dans lequel, où je raconte mes expériences avec les comateux, des expériences très précises que j'ai eues avec des comateux. Par exemple, une femme qui avait un bouchon dans sa sonde d'intubation et qui m'a fait insister pour que je lui enlève, alors que ce n'était pas logique puisque l'infirmière l'avait déjà fait. C'est comme si je recevais une information directe. Et aussi, information d'un patient réanimé qui m'a fait fouiller dans son portefeuille. Et il y avait une lettre sur laquelle il disait qu'il fallait surtout pas le réanimer. J'aurais pas eu l'idée moi-même de fouiller dans un portefeuille, j'ai jamais fouillé dans un portefeuille de malade. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a cette possibilité de connexion télépathique avec ce que moi j'appelle la conscience intuitive extraneuronale lors des comas, lors des arrêts cardiaques. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait quelques expériences avec des médiums en réanimation qui ont été probantes. Les premiers tests ont été probants. Les médiums arrivaient à recevoir des informations de personnes dans le coma, avec un certain nombre de faits qui ont pu être ensuite vérifiés. Donc, on se dit qu'il y a vraiment autre chose. Et cette expérience m'a donné une ouverture que je n'aurais certainement pas eue s'il n'y avait pas eu ce malheureux blessé que je ne suis pas arrivé à réanimer ce fameux jour de SAMU où j'ai dû intervenir. D'accord. Est-ce que tu peux redéfinir pour les gens qui nous écoutent ce que c'est qu'une expérience de mort provisoire? Oui, alors une expérience de mort provisoire, eh bien, c'est une expérience qui commence à être connue maintenant, puisqu'on évalue à peu près, alors ce sont des statistiques, on n'a pas autant de résultats, mais il y aurait à peu près 60 millions de personnes sur cette planète qui auraient vécu cette expérience. 4% de la population qui peut être médicalisée. C'est énorme, 4%. Alors évidemment, 4% sur la population qui peut être réanimée. Hein. Ce n'est pas 4% si on habite dans un lieu reculé du monde où il n'y a pas de soins médicaux, où on ne peut pas faire de réanimation cardiaque. Mais enfin, c'est quand même énorme. Et il y en aura de plus en plus. Pourquoi? Parce que eh ben, les réanimations sont de plus en plus fréquentes. Il y a des défibrillateurs automatiques maintenant qui sont mis en place un petit peu partout, dans les endroits où il y a du public. Les gens savent s'en servir. Et puis aussi, le discours se démarginalise, c'est-à-dire que les personnes n'ont plus peur de parler, puisqu'elles sont moins nombreuses. Elles sont plus nombreuses qu'avant. Avant, c'était plus difficile, plus compliqué. On passait tout de suite pour un cinglé quand on racontait cette histoire. Mais en fait, c'est toujours la même séquence événementielle qui revient. En gros, hein, les gens disent sortir de leur corps, voir ce qui se passe autour de leur corps. Il semblerait qu'il suffise de penser à une personne qu'on aime pour, hop, immédiatement se trouver à ses côtés, quel que soit l'éloignement géographique. Ça aussi, c'est très surprenant parce que quand on vérifie après leur perception, on s'aperçoit qu'elles sont exactes.
Donc, on ne peut pas se dire que c'est du domaine du rêve ou de l'imagination. Il passe dans un tunnel, il voit cette fameuse lumière d'amour qu'il décrit comme un amour inconditionnel, un amour tellement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres. C'est un petit peu vexant pour ceux qui restent, mais c'est comme ça. De l'autre côté, c'est tellement amour que les gens ont une nostalgie, même si ça dure très peu, de ne pas rester dans cette lumière d'amour. Ils voient apparaître des défunts, ils ont des visions rétrocognitives, ils voient leur vie défiler en accéléré, ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était eux-mêmes qui l'avaient fait. Ils ont aussi des visions précognitives, ils voient leur futur, ils ont des flashs de voyance et quelquefois ils peuvent vérifier après que ces flashs de voyance se sont avérés exacts. Donc là aussi, on ne peut pas dire que c'est contenu dans le cerveau, toutes ces informations. Et puis ensuite, alors, ils reviennent complètement changés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors c'est quand même très fort parce qu'ils sont transformés. Ils sont détachés des valeurs matérielles de ce monde. Il y a 10%, il y a 70% de divorces dans les 10 ans qui suivent l'expérience. C'est un chiffre qui parle parce que ça montre à quel point ça bouleverse les choses. Merci. Le conjoint ne reconnaît plus la personne. Parce que les objectifs de vie sont différents. Ils n'ont plus envie d'amasser de la matière, ils ont plutôt envie de donner de cet amour qu'ils ont reçu dans la lumière. Et puis, ils vont pouvoir quelquefois développer des facultés extrasensorielles, avoir des facultés médiumniques, des facultés de guérisseurs. Ils vont devenir artistes. Enfin, on voit bien qu'ils sont orientés vers autre chose qui dépasse complètement les objectifs de nos sociétés matérialistes. Donc, c'est une expérience très forte. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de reconstituer cette expérience, parce que je me dis, vraiment dommage, quoi. Il va falloir vivre un arrêt cardiaque pour avoir cette transformation. C'est vraiment dommage. Et du coup, c'est pour ça que tu as mis au point la technique de transcommunication hypnotique. Du coup, ça Oui. correspond à quoi? Tu as mis en place un protocole bien particulier avec des indications particulières ou... Oui, oui, oui. Alors, en fait, je pense qu'avec le recul, je n'aurais pas dû l'appeler comme ça parce que l'hypnose fait peur et on a l'impression que c'est voilà, qu'on va être sous domination de quelqu'un. En fait, c'est pas du tout ça. J'aurais dû l'appeler transcommunication méditative. En fait, c'est une séance D'accord. de méditation dirigée, c'est tout, hein. Mhm. Donc, par l'hypnose que tu pratiques aussi, donc tu connais, on ralentit l'activité électrique corticale cérébrale. Et donc, on est moins dans l'analyse et on est le cerveau est mis en position de réception d'informations, puisque ce que je propose, hein, ce que j'ai proposé dans cette thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier, il a travaillé pendant 3 ans sur des 118 cas d'arrêt cardiaque, il en a trouvé 18 qui avaient vécu cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa thèse, qui a été quand même bien récompensée, puisque récompense maximale, un abstract en anglais pour diffusion internationale, et félicitations du jury, mention très honorable, enfin, voilà, il a fait un vrai travail. Il a interrogé 118 personnes, ça lui a coûté 3 ans de sa vie quand même, cette thèse, donc c'est pas rien. Et on a pu, dans cette thèse, proposer ce que je propose, moi, pour expliquer ces expériences, c'est-à-dire une dissociation de deux formes de conscience, une conscience analytique cérébrale, en gros, c'est le mental, et une conscience intuitive extraneuronale qui serait à l'extérieur, qui serait finalement comme une sorte d'iCloud, comme si les informations étaient à l'extérieur et que notre cerveau ne serait qu'un récepteur, réducteur d'informations. Donc, ce que je propose, moi, c'est de dire que dès que cette CAC, cette conscience analytique cérébrale se ralentit, on peut le voir pendant le sommeil, on reçoit aussi des informations pendant le sommeil, pendant les comas, pendant l'anesthésie générale, ou bien sûr pendant l'arrêt cardiaque, où là, on n'en a plus du tout, puisque l'électroencéphalogramme est plat, ou pendant l'hypnose, eh bien, on peut recevoir des informations extérieures au cerveau, des contacts médiumniques, des visions précognitives, des flashs de voyance, des régressions dans des vies antérieures, des phénomènes de remote viewing, de visualisation à distance, enfin tout ce qu'on a dans l'expérience de mort provisoire, eh bien, on le retrouve aussi en TCH. Alors, ce que je propose, moi, c'est ce voyage initiatique, ce voyage dans l'expérience de mort provisoire avec la même séquence événementielle, mais évidemment, tout n'est pas suggéré, sinon ça serait stupide. Donc, je laisse euh, la personne pendant plusieurs minutes à 5 reprises
toute seule avec la musique hypnotique qui est faite par Étienne Dupont. Et là, ils sont seuls avec leur propre perception. Et c'est là qu'ils reçoivent des informations. Et ce qui me fait dire que c'est vraiment cette hypothèse de conscience délocalisée, c'est que les informations que reçoivent les gens souvent sont ignorées. Donc, c'est pas comme on pensait que oui, l'hypnose c'est une résurgence de souvenirs enfouis. Ben non, là, les souvenirs ne sont pas enfouis puisqu'ils n'existaient pas. Par exemple, des personnes voient leur futur. Une personne voit apparaître un homme qu'elle rencontrera 2 mois après, alors qu'elle l'avait absolument pas vu. Ils vivent maintenant ensemble. Un défunt donne une information inconnue qui est vérifiée après. Ça aussi des trucs très 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 précis. Ou un défunt qui se présente que la personne ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu et qu'elle reconnaît ensuite sur une photo. Ça aussi, donc tout ça, ça fait dire que c'est vraiment pas des informations intracérébrales, ce sont des informations à l'extérieur du cerveau. Et ça, c'est tout à fait surprenant et c'est tout à fait inattendu. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai débuté ces ateliers au Canada, à Montréal. Ouais, je ne les ai pas débutés en France parce qu'en France, c'est plus difficile de faire ce genre de choses. Je suis arrivé en France après à les faire quand il y a eu une certaine crédibilité qui était assumée. Et il y a eu des choses qui sont totalement inattendues, comme les soins énergétiques. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, ça rejoint un petit peu ce que l'on sait déjà sur l'influence de la conscience sur la santé. Le professeur Blackburn l'a démontré. Il y avait au Grand Rex l'année dernière, il y a eu un colloque sur ce sujet. Donc, elle, professeur Blackburn, c'est une Américaine qui a eu un prix Nobel de médecine parce qu'elle a montré l'effet de télomérase. Elle a montré que comment on appelle ça, la méditation. La méditation permettait d'augmenter la taille des télomères, et ça il a quand même valu un prix Nobel de médecine. Alors peut-être il faut expliquer ce que sont les télomères. Ce sont des brins chromosomiques, enfin ce sont des brins d'ADN non codants qui vont protéger le capital chromosomique. Et plus cette épaisseur sera importante, et plus les chromosomes seront protégés. Le vieillissement n'est autre que l'amincissement de cette épaisseur de couche de télomère et qui fait l'émergence de maladies, brisures chromosomiques, les cancers, etc., attaque par les infections. Enfin, bref, le vieillissement, c'est ça. Et donc, elle a pu démontrer ça, et ça lui a valu un prix Nobel de médecine, que la méditation augmentait la taille des télomères. Et finalement, la transcommunication hypnotique, l'hypnose, ce n'est autre qu'une méditation dirigée, c'est ça. Et peut-être que c'est ça aussi qui explique que les gens disent recevoir des soins énergétiques et disent se porter mieux après une séance de TCH. D'accord. Donc ça, c'était tout à fait inattendu en fait. Et du coup, tu Donc fais… moi, j'ai présenté lors de ce colloque, au Grand Rex les résultats de TCHistes. J'ai montré des documents sonores où les personnes disaient ce qu'elles avaient ressenti après une séance de TCH, et c'est tout à fait concordant avec les résultats du professeur Blackburn. D'accord. Et du coup, tu fais un véritable parallèle entre les expériences de mort provisoire et la transcommunication hypnotique que les gens vont avoir. Oui, je fais un parallèle en sachant qu'il y a pas mal d'expérienceurs qui sont venus tester, on va dire, nos ateliers, plus par curiosité que pour avoir Besoin. un quelconque besoin, puisqu'ils ont déjà eu largement ce qu'ils devaient avoir lors de leur expérience de mort provisoire. Et à ce jour, on n'a trouvé aucun expérienceur qui nous disait avoir eu une expérience aussi forte que lors de l'expérience qu'ils avaient eue lors des arrêts cardiaques. On n'arrive pas quand même à avoir des expériences aussi fortes. Ça peut s'expliquer parce que dans l'expérience de mort provisoire, la conscience analytique cérébrale est vraiment nulle, l'électroencéphalogramme est plat, donc là, on est en puissance maximale d'expansion de conscience, tandis que en transcommunication hypnotique, on l'a fait mettre en sourdine, mais on n'a jamais des électroencéphalogrammes à 0. On doit l'avoir en dessous de 10 ou voilà, en dessous de 21 en tout cas, mais jamais à 0. Donc l'expérience n'est jamais aussi forte. Ça y ressemble, mais ce n'est jamais aussi fort. Il y a aussi des expérienceurs qui n'ont rien eu lors de l'expérience TCH. Ça existe aussi. Mais la majorité des expérienceurs ont quand même une expérience positive en TCH. La majorité, la grande majorité.
Et donc cette technique permettrait d'atteindre une perception extrasensorielle. On deviendrait hyper conscient du coup. Oui. Et depuis que tu la pratiques, tu as remarqué que la majorité des gens avaient cette hyper conscience et cette qui leur venait. Et est-ce que cette hyper conscience c'est juste au moment où ils font l'expérience de Oui. transcommunication identique et après ça disparaît, ou il leur reste quelque chose de, de la conscience, de la perception, d'une sensibilité? Alors, en gros, il y a trois cas de figure. Le Ok, premier cas de figure, il ne se passe rien. Et il ne d'accord. se passe rien après non plus. Ok. Deuxième cas de figure, il ne se passe rien et il se passe des choses après. Hmm. Ça existe aussi, comme s'il y avait une ouverture spirituelle. Euh, il y a une TCHiste, j'ai plus son livre là maintenant sous mes yeux, mais j'ai fait une vidéo avec elle et elle a écrit un livre. Elle a fait 3 TCH. La première n'avait absolument pas marché, mais dans la nuit qui a suivi, alors qu'elle ne rêve jamais, elle a eu un contact avec son papa décédé et ça lui a ouvert tout un champ de possibles qu'elle avait donc complètement occulté. Elle a fait une deuxième TCH qui a très bien marché à Toulouse. La première avait été faite à Lyon, ou à Nîmes, pardon, la deuxième à Toulouse et la troisième à Lyon qui a très bien marché aussi. Donc oui, alors je disais, premier cas de figure, la TCH ne marche pas du tout et il n'y a rien après. Deuxième cas de figure, la TCH ne marche pas du tout et il se passe des choses après. Troisième cas de figure, la TCH marche et il y a des choses aussi après. Parce que quand une TCH fonctionne, eh bien, il y a toujours des choses après, c'est-à-dire comme s'il y avait une ouverture. Alors, est-ce que les gens sont plus attentifs ou quoi? J'en sais rien, mais il y a des synchronicités. Hmm. Ils voient des signes qu'ils n'avaient pas vus. Alors, est-ce qu'ils existaient avant ou est-ce qu'ils ne les avaient pas vus? Parce qu'ils n'y prêtaient pas attention, c'est possible aussi. Mais les synchronicités, les signes des défunts, tout ça, ils n'avaient pas du tout cette ouverture d'esprit pour pouvoir les mémoriser. Donc, il y a les trois choses. D'accord. Voilà. Il y a les trois cas de figure. Et on a beaucoup rapproché cette technique de la médiumnité. Alors, tu en as parlé tout à l'heure. Tu en penses quoi? Tu penses que il faut avoir un don particulier ou bien tout le monde peut devenir hyper conscient pendant cette approche? Alors, c'est vrai que le premier millier de TCHistes qui a été étudié, puisque, tu sais, on fait remplir un petit Oui, questionnaire à la fin, 95% ou 96% des médiums ont des contacts avec des défunts. Bah, ils connaissent la route et c'est oui. très facile. Voilà. Bon, les rares médiums qui n'ont pas eu de contact, c'est que la guidance les dérangeait, c'est pas du tout le chemin qu'ils prenaient. Donc, il y a ce chiffre-là. La question, excuse-moi, la question, j'ai perdu le fil. C'est est-ce que en fait on l'appréhende, on peut l'appréhender comme de la médiumnité. Et est-ce qu'il Ah faut oui. un don particulier ou bien Mm, tout le monde pouvait mm, devenir hyper mm. conscient? Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on a tout ça en nous. Par exemple, il y a eu des choses très surprenantes. Je pense qu'il vaut mieux donner des exemples, c'est plus parlant. Il y avait parmi nos TCHistes un chauffeur routier qui est totalement imperméable à ce genre de choses. Et ses copains lui avaient fait comme une sorte de gag, c'était son anniversaire, comme un joke, quoi. Il lui avait offert une place de TCH. Alors, bon, il a dit, j'ai ce cadeau, je vais quand même y aller. Et on a vu tout de suite, parce que avant de rentrer, on discute, surtout Étienne qui discute un petit peu avec les gens, Étienne Dupont, il a dit tout de suite, je me demande ce que je fous là, quoi. Enfin, voilà. Et donc, autant dire que lui, il n'était pas préparé, hein. Il n'avait jamais médité de sa vie, il n'avait jamais rien fait. Et à la fin, au débriefing, il a pris le micro, il était en larmes. Il nous a dit, je ne savais pas que ces choses étaient possibles. J'ai vu ma maman décéder, elle m'a parlé. Elle m'a parlé, je l'ai touchée, je l'ai prise dans mes bras. Mais c'était émouvant de voir ce grand gaillard-là qui pleurait comme ça en racontant ce qu'il avait ressenti dans sa TCH. Donc ça veut dire que il n'y a pas de facteur prédictif. N'importe qui peut venir faire l'expérience. Il y a des gens qui sont très doués pour communiquer avec les défunts comme des médiums, puisque ce n'est pas 100%, et qu'il ne se passe rien.
ça existe aussi, une minorité, une très petite minorité, mais ça existe aussi. Il y a des gens qui ont l'habitude de méditer et il ne se passe rien, mais c'est vrai que parmi les méditants, eh ben, on a une grosse majorité d'expériences positives. Je ne sais plus trop quels sont les chiffres, mais les gens qui ont l'habitude de méditer, eh bien, c'est au-delà des 65%, hein, puisque c'est 65% du tout venant, hein, des expériences positives. C'est au-delà de 65%, c'est aux alentours de 75-80%, sur le premier millier de TCHistes qui ont été étudiés. Donc oui, c'est sûr que être médium, être facilement connecté à cette dimension-là, avoir l'habitude de méditer, tout ça, évidemment que ça va favoriser une expérience positive. Maintenant, ce n'est pas obligatoire non plus, parce qu'il y a aussi des gens, alors j'essaie, moi, dans mes recherches, j'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un qui a l'habitude de méditer, eh ben, ça ne fonctionne pas en TCH. Alors j'interroge les gens, et en gros, ils disent, ben, moi, j'aime pas être dirigé. Je sais aller dans cette dimension. On a été coupé. Oui, c'est pas grave, je ferai un petit montage. C'est pas grave, Excuse-moi. c'est pas grave du tout. Je reprends? Oui, tu peux y aller, c'est bon. Ouais. Je sais aller dans cette dimension-là, mais il ne faut pas qu'on me dirige, parce que si je suis dirigé, ça me coupe tout. En gros, l'analyse du process dérange et la personne n'arrive pas à se connecter. Donc, les personnes qui n'aiment pas trop être dirigées, qui ont l'habitude qui connaissent ce chemin, qui savent comment y aller, ça peut les déranger d'être guidés par quelqu'un. C'est comme quand on va se balader en montagne, hein. Je sais que les guides de montagne, il y en a qui n'aiment pas du tout être guidés eux-mêmes, hein. Ils préfèrent quand c'est eux qui mènent la séance. Mais après, bon, les personnes qui jouent le jeu, très facile pour elles de se retrouver, bien sûr, dans cette dimension. Il y a des gens qui vont plus vite que moi, qui me doublent dans la séquence que je propose, et bien sûr. Donc, c'est quand même facilitant. Okay. Et est-ce que ce côté, justement, de parler de médiumnité ne t'a pas entraîné des difficultés dans le développement de la technique? Parce qu'on sait qu'on est Ah, très cartésien en France et que ça ah ben bien sûr, bien sûr, va bien sûr, interroger, évidemment. ça va poser des questions. Est-ce que ça n'a pas entraîné des freins, des difficultés de développement, des choses comme ça? Bien sûr que ces ateliers ont dérangé, pas au début, parce qu'au début, il n'y avait pas ce succès, donc tout le monde nous foutait la paix, il fait sa petite cuisine dans son coin, on laisse le faire. Mais à partir du moment où ça a eu le succès que l'on connaît, à partir du moment où on met en place, par exemple, le 14 juillet, 71 ateliers, on n'a pas pu le faire à cause du Covid, mais 71 ateliers, donc ça fait plus de 3025 personnes inscrites, et que les 3025 personnes inscrites, eh bien, toutes ces places partent en moins de 48 heures, on se dit, oula, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dérange beaucoup, là. Qu'est-ce que c'est son truc-là? Je crois que c'est ce qui m'a valu toutes ces attaques de confrères du Conseil de l'Ordre, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est la jalousie, c'est aussi bête que ça. Mais je pense que la médecine telle qu'elle est actuellement a horreur de la concurrence, il faut bien le dire, alors que ça peut être une complémentarité. Je signale quand même que nous sommes en France le premier consommateur de psychotropes. Et tout ce qui peut diminuer ce record affreux, eh ben, va être forcément combattu. On a combattu l'homéopathie et on l'a tuée, puisqu'on a décidé de ne plus rembourser les actes d'homéopathie qui pourtant coûtaient bien moins cher que des médocs achetés chez Big Pharma. On a supprimé l'enseignement de l'homéopathie. Le prochain sur la liste, ça va être sûrement l'acupuncture. Donc on voit que toutes ces médecines holistiques, qui sont quand même un sacré atout pour la médecine, dans l'intérêt du patient. Parce que moi, je vois l'intérêt du patient, je suis comme toi, c'est l'intérêt du patient. Je trouve notre médecine mécaniste
très insuffisante et largement insuffisante. Quand on a un cancer, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part, et nous, qu'est-ce qu'on propose? On enlève le voyant rouge en quelque sorte. On fait de la chimiothérapie, on fait la chirurgie, on fait la radiothérapie. Enfin, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais on s'étonne après qu'un autre voyant rouge s'allume parce qu'on n'a rien fait, on n'a rien compris au voyant rouge. Le voyant rouge, c'est quelque chose qui s'allume parce que ça ne va pas quelque part. Donc, il faut arriver à agir en amont du voyant rouge. C'est ce que font toutes ces médecines holistiques. Ton travail, ce que je fais moi, ce sont des médecines holistiques. Et elles sont combattues parce qu'elles sont vécues comme étant des concurrentes qui vont mettre à mal la médecine de clinique, la médecine hospitalière. Mais pas du tout. Il faut avoir l'intelligence de travailler ensemble, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça a été réalisé dans un certain nombre de centres. Eh bien, il y a des barreurs de feu. Il y a des équipes médicales qui se servent de magnétiseurs pour enlever les douleurs des radiothérapies, par exemple. Bon, il y a des médecins intelligents qui arrivent à travailler en bonne intelligence pour conjuguer les talents dans l'intérêt du patient. Je Il crois que doit y c'est avoir comme une ça certaine que ça devrait. complémentarité. Il faut En une complémentarité. complémentarité, pas en substitution. Le danger, c'est la substitution. On ne dit pas qu'il faut faire que ça, mais il ne faut pas faire remplacer l'une par l'autre. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit, nous. On dit qu'il faut agir en bonne intelligence, il faut prendre des antibiotiques quand on en a besoin, mais il n'y a pas que les médocs. On ne dit pas il faut tout jeter dans la médecine telle que je la pratique à l'hôpital. Quand on a besoin de se faire endormir, ben, on est bien obligé de faire avec quoi qu'on fait avec l'hypnose maintenant. Mais on est bien obligé de se servir quand même de médicaments et de médecine. Mais on peut avoir une autre approche beaucoup plus intégrative et beaucoup plus holistique dans l'intérêt du patient. C'est ce que je crois, et la TCH, transcommunication hypnotique, ce n'est autre qu'un outil supplémentaire écologique, puisqu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a aucun risque, franchement, quel risque il y a à méditer, même les enfants. On m'a reproché aussi d'avoir fait de la TCH chez les enfants. Quel danger il y a? Mon ami Frédéric Lenoir, le philosophe très médiatisé et très connu, eh ben, il organise des ateliers de méditation dans les écoles, parce qu'il a compris. Il a tout compris. Les institutrices et les professeurs d'école, plutôt, il faut les appeler comme ça maintenant, les professeurs d'école qui le reçoivent ont tout compris. Le livre que je propose, La mort expliquée aux enfants, eh ben, c'est aussi dans cette dimension-là. Voilà, je l'ai ici, là. Il est, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit Hop. très bien. Ouais, Il est, parfait. il est illustré par un talentueux dessinateur qui s'appelle Benoît Flamec, c'est aux éditions Guy Daniel, et ils s'en servent dans les écoles de ce livre pour appréhender la mort et la vie autrement que par cette vision terrifiante que l'on enseigne aux enfants. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'étais terrifié. Quand j'étais petit, on me disait le 1er novembre, on va aller voir ta grand-mère dans la tombe, là, on va lui mettre des fleurs, elle sera contente. Je dis, mais elle est là, vous m'avez dit qu'elle était au ciel, et là, vous me dites qu'elle est dans la tombe. Et oui, on me dit, elle attend d'être jugée, elle attend le jugement dernier, il faut attendre que tout le monde soit mort. Mais c'est terrifiant, cette vision de la mort. Ça, c'est traumatisant. Alors que mes ateliers de transcommunication hypnotique soient traumatisants pour les enfants, c'est plutôt l'inverse. Je veux dire, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt beaucoup plus apaisant de dire que par la prière, on va pouvoir être connecté avec ses défunts, on va pouvoir recevoir de l'amour et leur en donner, que de dire que la grand-mère est dans une tombe et elle attend d'être jugée. Et pour qu'elle soit jugée, il faut attendre le jugement dernier. Enfin, c'est du domaine de la foi et de la croyance, mais ça fait des frayeurs. Et on ne se rend pas compte, les parents ne se rendent pas compte. Moi, j'avais peur de dormir dans le noir à cause de ça. Parce que je m'imaginais être un jour dans mon cercueil, en attendant d'être jugé pendant des années et des années, parce que pour que tout le monde soit mort, hein, il faut attendre un sacré moment. Hein. C'est ce que je me dis dans ma petite tête d'enfant. Voilà, tous ces moyens apaisants, il faut s'en servir. Moi, je crois. Et après, pour enlever tous ces traumatismes qui sont, c'est compliqué, ça demande du temps Ouais, et ouais, un peu ouais, d'être humain. ouais. Ton parcours n'a pas été simple avec toutes ces techniques-là. Tu as rencontré de multiples freins. Est-ce que pour poursuivre, tu te sens animé d'une mission, une mission de vie? Alors, je dirais pas mission, je dirais plutôt
indication, parce que mission, ça fait un peu l'élu de Dieu, là, qui a une mission, Mhm. qui se sent investi d'une mission. Non, je crois plutôt qu'on a des petits cailloux blancs qui sont semés sur notre route, et à nous de savoir les prendre et poursuivre le chemin. Il faut savoir les prendre et les saisir. Et moi, j'ai l'impression que j'ai eu des petits cailloux. Alors, je ne sais pas qui c'est qui les met, ces cailloux blancs, mais en tout cas, je les ai saisis. Et dès que j'ai voulu en laisser un de côté, hop, on m'a remis sur le chemin où il y avait des cailloux. Je ne sais pas si c'est très clair mon explication, mais Mhm. c'est un petit peu comme un GPS, si tu veux. Un GPS, tu mets une destination finale et tu as une petite voie intérieure qui, à un moment donné, te remet toujours vers la direction que tu dois prendre. C'est-à-dire que si jamais tu es sur l'autoroute et que tu prends un chemin à côté, eh ben, tu as le GPS qui va te remettre toujours sur le chemin que tu dois prendre. Et je m'en suis aperçu au fil du temps. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce dernier livre, ce truc, où j'explique, c'est aux éditions First, je Ouais. ne fais pas de pub, mais c'est simplement pour expliquer, s'il y en a qui veulent mieux connaître le pourquoi du comment par rapport Ouais, à cette raconte-moi. mission de vie, on peut l'appeler la mission de vie. Et là, c'est ça, c'est que quelquefois, on a des forces qui je ne dirais pas qui vous contraignent, mais qui vous indiquent qu'il faut aller dans une direction et ça peut vous sembler, sur le moment, complètement déraisonnable, ce que vous faites. Mais si dans votre cœur, vous sentez que c'est bon, eh ben, c'est vraiment là qu'il faut aller. Mhm. Et la transcommunication hypnotique, c'est tout à fait ça, c'est l'exemple parfait. Certains de mes confrères me disent, mais t'es complètement cinglé hein, de faire ce genre de truc, t'étais sûr de t'en prendre plein la gueule, mais c'est ce que j'ai eu. Hein. J'ai eu 2 gardes à vue, j'ai eu sanction de conseil de l'ordre, enfin j'ai tout eu, quoi. Je vois pas ce que à part me foutre en tôle maintenant, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Mais, mais je sais qu'ils pourront pas m'arrêter, tout simplement. Ils pourront pas m'arrêter parce que je sais que c'est la bonne direction. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça me met même pas en colère. Je suis même pas malheureux de ce qui m'arrive. Je dis que ça fait partie de mon chemin. C'est mon chemin de vie. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Même si un jour on me fout en tôle, je sortirai, je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est plus fort que moi. C'est au-dessus de moi. Alors, on peut appeler ça une mission, mais je ne sais pas. Mais je sais que ça fait du bien aux gens ce que je fais. Et je sais aussi que à la fin de la vie, quand on arrive dans cette lumière d'amour inconditionnel, on me l'a assez répété, j'ai étudié des centaines de témoignages, il y a un être de lumière qui arrive vers vous et qui vous dit, il vous dit pas combien tu as sur ton compte en banque, combien d'hommes tu as dirigé dans ta vie, combien de contraventions tu as eues, est-ce que tu n'es pas allé trop vite à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné tu es allé en prison ou quoi, est-ce que tu as dû payer des amendes? Non, il dit pas ça du tout, l'être de lumière. Il dit, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé les autres? Voilà. C'est ça, la véritable mission de vie. C'est mon message. C'est ce que je veux faire passer. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la peur. Nous sommes dans des sociétés matérialistes, réductionnistes, qui foutent la trouille aux gens en permanence. Pourquoi? Parce que quand vous foutez la trouille à quelqu'un, vous le dominez. Et quand vous le dominez, vous pouvez lui faire avaler n'importe quoi. Et vous êtes soumis à cette domination par la peur. Là, c'est l'exemple parfait. Avec le Covid, alors là, je veux dire, c'est l'exemple parfait. On voit tous les jours, vous allumez BTLV, Mhm. BFM. BTLV, non, c'est pas Des- du tout. BTLV, c'est l'inverse. C'est un média qui est ouvert à ce genre. BFM, B, Mhm. FM TV, France 2, TF1, enfin, tous les médias mainstream, vous allez voir le nombre de morts qu'il y a par an et par jour. S'ils pouvaient le mettre par seconde, ils le feraient. Ils ne peuvent pas, puisque ça n'existe pas par seconde. Mais ils le feraient. Ils vous montrent des vues de réanimation. On voit des gens qui sont sous respirateur. Ils font pas la même chose pour le cancer du poumon. Ou on pourrait montrer aussi des poumons noirs avec des gens qui fument. On pourrait le faire, ça aussi. On pourrait foutre la trouille aux gens comme ça. Non, là, en ce moment, c'est ça, c'est le Covid. Le Covid qui va tous vous tuer si vous ne restez pas chez vous. Si vous... Enfin, on fait signer aux gens des décharges s'ils vont pisser, il faut qu'ils signent un papier. Enfin, on infantilise les gens, on leur fout la trouille et comme ça, on les domine. Et à Mhm. partir de là, on peut leur faire n'importe quoi.
on peut leur faire prendre n'importe quoi. C'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je dis non aux gens, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Soyez dans le partage, soyez dans l'amour, et vous ne risquez rien si vous n'avez pas peur. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, en étant raisonnable. Euh, je ne suis pas un complotiste du tout. Je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Mais enfin, je trouve que ça prend des proportions maintenant. C'est incroyable. Il y a des gens qui vont mourir de la gestion du Covid parce que ils vont mourir de faim, ils vont mourir de dépression. La dépression, c'est quoi? Ben, c'est ce qui vous précipite vers des déficiences immunitaires. Vous allez développer des cancers, des maladies cardiovasculaires. Vous allez vous suicider. Voilà ce qu'on va faire avec cette civilisation de peur autour d'une épidémie virale. Il y en a toujours eu des épidémies virales. De tout temps, il y a eu des épidémies virales. Donc, on peut les traiter, on peut les soigner. Il ne faut pas s'affoler comme ça. C'est un affolement général qui fait beaucoup de mal aux gens. Enfin, on déborde un peu le sujet, Non, mais non, je ne ça sais s'arrange. pas. J'avais une Je sais pas. question au sujet de cette actualité, parce que ce que je constate, c'est qu'on a, avec ce confinement, déconfinement, en fait, on a une surcharge mentale avec du stress, des fatigues, des gens qui sont en train certains de se désociabiliser. Et est-ce que tu penses que la technique que tu mets en place peut les aider par la suite à se prendre en charge, à revenir, dans un système beaucoup moins douloureux que ce qu'ils peuvent vivre actuellement, parce qu'actuellement on sent bien. Moi, je passe ma journée à rassurer les gens, et du coup ils ont peur. Il y a de la douleur psychique, il y a de la douleur physique. Et est-ce que tu penses que ta technique peut ou pourra les aider par la suite? Ben, la technique telle que je la pratique, il faudra d'abord qu'on puisse la faire parce que pour l'instant, on est tous confinés. Voilà, les gens sont confinés, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ne peuvent pas aller bien loin. Donc, on va voir ce qui va être décidé, là, ce que le gouvernement va décider. Mais je pense que tout ce qui est médecine holistique, toutes les techniques, celles que tu la pratiques toi, les méthodes d'hypnose, les méthodes de méditation, tout ça, c'est la clé pour Hmm. sortir de ce climat de peur. C'est véritablement la clé. Je vous en prie, ne prenez pas, ne vous gavez pas d'anxiolytiques, de psychotropes, d'antidépresseurs. C'est la solution facile. Peut-être on peut essayer. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter d'un seul coup, hein, parce que ça peut être dangereux aussi. Donc, avec l'aide de votre médecin traitant, euh, essayez de vous sevrer de toutes ces médications, avec son accord bien sûr, et en essayant d'autres approches pour essayer de vous faire supprimer cette peur qui va vous tuer. La peur tue, ça peut tuer la peur. Ça provoque des cancers, ça provoque des infarctus, des hypertensions et des dépressions et même des suicides. Il paraît qu'on a un record absolu de suicide en ce moment. Complètement. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Depuis 2 mois, un record de dépression. C'est pas étonnant non plus. Je crois que l'année 2020, c'est l'année où il y aura de plus de maladies euh, liées au psy, oui, à Sur le cause de plan de la ça. santé psychique, ouais, il va y avoir des records, je pense. Ouais. Ouais, Et toi, malheureusement. est-ce que tu pratiques un rituel, ou tu pratiques régulièrement de l'auto-hypnose ou de l'hypnose ou de la méditation pour subvenir par Ouais. exemple aux différents stress aux émotions inconfortables que tu peux vivre? Alors oui, moi j'ai une chance j'ai une chance particulière, c'est que j'habite à la campagne Mhm. et je peux facilement partir marcher dans la campagne. Je peux facilement enlacer des arbres, je peux respirer l'air, écouter les oiseaux, être dans l'admiration devant un insecte qui est sur une feuille, ce genre de choses. Je faisais avant des périodes méditatives, mais je me trouve mieux dans cette énergie-là parce que je me sens relié. Et quand on se sent relié comme ça à la nature, on se sent aussi relié aux autres. On se sent relié aux humains. Ça peut paraître bizarre, hein, mais je me sens relié à tous mes amis, à tous ceux qui sont dans cette énergie-là. On a l'impression qu'on est en train, il y a beaucoup de médiums qui le disent, mais c'est vrai qu'on est en train de changer de vibration.
on change de vibration, c'est vrai, mais on est connectés entre nous, comme si les gens qui devaient être connectés ensemble l'étaient de façon naturelle et spontanée. Je me sens vraiment connecté par moments à d'autres personnes, même que je ne connais pas. Et en se baladant dans la nature, on a vraiment ça. C'est ma façon à moi de me recharger. Je me recharge en enlaçant un arbre, Mm. sans les vibrations. J'invite les gens à faire ça, à se Ça peut être promener. un autre sujet aussi. Ouais, c'est un autre sujet, mais ça fait du bien, hein, ça fait un bien fou, hein. Ça fait au moins autant de bien qu'un Temesta, hein. Mm. Enfin, j'ai jamais pris d'anxiolytique, moi, en ce qui me concerne, mais je pense que une bonne balade dans la nature, même s'il ne fait pas très beau, eh ben, ça fait vraiment du bien. Ouais. On arrive bientôt à l'heure d'entretien. Est-ce que tu as un rêve pour aller plus loin? Ah ben, un objectif, un rêve, ah ben oui, Oui. un rêve, ça serait que on arrive un jour à réconcilier nos deux pratiques, Mm. la pratique hospitalière, la médecine hospitalière, et puis aussi la transcommunication hypnotique en particulier, que la transcommunication hypnotique arrive à être admise comme un soin. Et pourquoi ça ne serait pas un soin? Quel effet secondaire y a-t-il? Qu'on m'explique un petit peu les effets secondaires des médicaments, il y en a toujours, mais Mm. les effets secondaires de la TCH, ils sont où? Euh, J'aimerais qu'on se serve de la TCH, parce que je vois les effets, que ça apaise tellement les gens par rapport aux angoisses de la mort, qu'on pourrait développer ça dans les soins palliatifs. Quelqu'un qui va mourir, eh ben, il va être apaisé forcément par une séance de TCH. Quelqu'un qui est en deuil et qui a un contact avec un défunt, il va être apaisé forcément. Donc j'aimerais que ça soit inclus dans un protocole reconnu. Je pense que ça le sera, c'est obligatoire. Tu sais, quand Mesmer, au siècle dernier, a débuté l'hypnose, il a subi le même traitement que moi. Il s'est fait traiter de charlatan, ses pairs l'ont rejeté, Mm. il est mort dans le chagrin et dans la ruine. J'aurais pas cette fin parce que ça- je suis sûr que le chagrin, je l'aurai jamais parce que c'est mon tempérament, c'est comme ça. Même si ça fonctionne pas, ben, ça fonctionnera pas. Mais je suis sûr que ça va continuer. C'est pas possible que ça s'arrête. La TCH me survivra parce que elle apporte du bien aux gens et ça a été prouvé maintenant. On a dépassé 14 000 participants et on a les retours. Donc Mesmer, quand il a débuté l'hypnose, les passes magnétiques et l'hypnose, il a subi tout ça et ça fait seulement 6 ans seulement, rendez compte un peu, que le Conseil de l'ordre vient de reconnaître l'hypnose comme un soin Mm. thérapeutique médicalement reconnu. Mm. Alors, il a fallu du temps, hein. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, c'est la logique des choses. Après, bon, l'argent, ça va, ça vient, c'est pas un problème. Du moment qu'on arrive à bouffer et qu'on arrive à avoir un toit, c'est pas vraiment un problème de quoi s'habiller, ça suffit. Pas besoin de collectionner des voitures et de la matière pour être heureux. C'est ce qui rend malheureux les gens. Donc de toute façon, c'est pas ça du tout mon truc. Mon truc, c'est que les gens soient heureux. Et si je peux contribuer à ce bonheur, eh ben voilà, c'est ça ma véritable mission, entre guillemets. D'accord. Ok. On peut dire ça. On arrive bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou- Ah ben, je crois qu'on n'a pas fait, on a fait pas mal le tour de tout ce qu'il y avait à dire hein, sur la TCH et sur les expériences de mort provisoire, comment je suis arrivé à la TCH, et puis aussi le futur. Alors le futur, c'était une bonne question parce on me pose rarement cette question, mais c'est vrai, je crois fermement que la TCH va me survivre et que j'espère que ben, peut-être cette vidéo aura contribué à la faire connaître un petit peu plus. Ben, je Et l'espère. j'espère qu'on connaîtra aussi ton travail de cette façon, parce que nous sommes un certain nombre de médecins quand même à s'ouvrir maintenant à cette façon de penser la médecine. De plus en Et plus. je suis heureux parce qu'il y a de plus en plus de jeunes médecins, mais vraiment de très jeunes médecins, qui voient très vite les limites de cette médecine mécaniste et qui veulent tout de suite faire. Donc, on a un projet des formations de TCH. Il y a des jeunes médecins qui sont inscrits en préinscription aux formations de TCH. Donc, ça me fait un plaisir fou. Ça montre vraiment l'évolution de la médecine. Ça sera une médecine de soins énergétiques, ça sera une médecine qui ira dans ce sens-là. Et ça me fait vraiment plaisir. Qui sera beaucoup plus holistique, on peut l'espérer. Oui, Ouais. exactement.
En tout cas, Jean-Jacques Charbonnier, je te remercie beaucoup de Merci ta à toi. présence, de la richesse de tes propos, et j'espère que ça apportera autant de richesse que ça peut m'apporter à moi aujourd'hui lors de notre entretien. Merci beaucoup. Merci, c'est À réciproque. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.